Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter le sujet suivant, combattre le racisme et les discriminations par la culture. Alors tout d'abord, Pierre va commencer par vous présenter comment on peut lutter contre le racisme et contre les discriminations à travers la musique. Par la suite, Théo va se charger de la lutte contre le racisme et les discriminations à travers le cinéma. Puis enfin, moi-même, c'est-à-dire Rally, vais me charger de comment combattre le racisme et les discriminations à travers le sport. Donc je laisse la parole à Pierre. Oui, donc comment la musique peut combattre les discriminations? Premièrement, car c'est un art, la musique est un art des plus anciens. Il y a des instruments de musique qui datent de la préhistoire. C'est donc un art qui a traversé les époques, un art universel euh, qui est présent partout dans le monde, un art très maniable qui dit des choses sur les personnes qui la jouent et surtout sur la période historique qu'elle a traversée. C'est pour moi un art passionnant dont je suis très attaché. J'écoute de la musique depuis toujours. J'en fais depuis quelques années et c'est un art qui me touche qui me touche énormément. La musique peut être utilisée de plusieurs manières pour, euh, pour combattre les discriminations. Premièrement, la musique peut dénoncer. Au fil des années, la musique est devenue un média artistique et plus utilisé pour envoyer un message direct. Cela est dû au fait que ce soit avant tout un art scénique qui confronte un public et aussi au fait que ce soit des paroles directes qui ne passent pas sous le prisme d'un tableau, d'un film ou d'un livre. Beaucoup d'artistes se servent de ce média pour faire passer un message. C'est l'exemple du groupe Sex Pistols avec ce qui est devenu l'un des hymnes du mouvement punk God Save the Queen. Slide, s'il te plaît. Donc, God Save the Queen est tout d'abord l'hymne national britannique. Ici, il a été réécrit et réinterprété par le groupe punk lors de leur album de 1977, Nevermind the Bollocks, Here's Sex Pistols. Euh, donc, cet album est sorti pendant une période d'inflation, de chômage, de tensions raciales et de conflits nord-irlandais. Les paroles du chanteur John Lydon dénoncent une classe ouvrière trimant pour la monarchie en place, qui elle ne fait rien pour aider son peuple. Pour lui, le rêve britannique n'a plus d'avenir, d'où le no future des paroles. C'est un cri de révolte qui aboutira au développement du mouvement punk et qui a grandement influencé la musique en général. On peut notamment On peut notamment citer la naissance des années plus tard du mouvement grunge porté par le groupe Nirvana. Euh, euh, donc, en second plan, la musique peut montrer une fresque sociale. C'est notamment le cas dans l'opéra, où le but de l'œuvre est de raconter une histoire à travers de la musique et à travers des aventures vécues par les personnes. L'espace dans lequel évoluent ces personnes est alors essentiel dans l'œuvre. C'est la misère des ghettos américains qu'a voulu représenter George Gershwin dans son opéra mélodramatique Porky and Bess. Slide. Donc c'est un opéra qui parle des vices de la drogue, de prostitution, de relations amoureuses et qui nous donne une image de la vie des Noirs américains vivant dans les ghettos de Charleston, en Caroline du Sud à l'époque. C'est un opéra très moderne par l'utilisation de la musique jazz qui prend bien évidemment ses sources de la culture noire américaine. Cette même culture qui a donné naissance à énormément de genres musicaux tels que le gospel, le blues par exemple. Donc c'est un opéra en 3 actes composé en 1935 dont tous les rôles sont portés par des personnages noirs. Il a souvent été considéré comme une vision blanche de personnes blancs des ghettos américains. Mais cette vision a été atténuée. Maintenant, Porgy and Bess est considéré comme l'un classique de la culture américaine. La musique, en troisième partie, la musique peut permettre de transmettre un message.
La musique populaire actuelle de ces dernières années sont très souvent utilisées avec le but de transmettre un message dans leurs paroles. Très souvent, c'est un message d'amour, mais parfois, ce message peut être utilisé pour chercher l'empathie, par exemple, comme dans la chanson pour l'Auvergnat de Georges Brassens, Slide. Ici, Brassens raconte les déboires d'un sans-abri. Euh, c'est une éloge à la compassion et à l'empathie que fait ici l'auteur. Donc cette chanson est apparue en 1954 et parle d'un type de discrimination très peu évoqué dans la musique, qui est celle faite aux sans-abri. Sujet que je trouve très intéressant et qui me touche particulièrement vivant à Lille. Je vois des personnes en précarité presque tous les jours et on a tendance souvent à les oublier. Cette musique est inspirée de la vie du chanteur ayant vécu dans la misère. C'est une sorte de fable moderne qui dépeint une catégorie sociale rejetée par la société. Donc, c'était grâce avec tous ces exemples que pour moi, la musique permet de combattre les discriminations. Voilà, et maintenant, je vais laisser parler Théo en nous montrant comment la discrimination est combattue avec l'art du cinéma. Merci beaucoup, Pierre. Donc, moi, je vais vous d'abord, donc, je vais parler forcément du cinéma qui va combattre la discrimination. Donc, vous devez sûrement vous demander pourquoi le cinéma. C'est vrai, après tout, il existe d'autres aspects de la culture, le sport, la musique ou encore le théâtre. Le cinéma, ce septième art, est l'un des aspects que j'ai voulu traiter. Pour vous remettre dans le contexte, j'ai commencé à me passionner pour le cinéma lorsque mes parents m'ont fait voir le film Forrest Gump. Je devais avoir 13 ans et je suis tombé absolument amoureux de ce film, du contexte scénaristique, du jeu d'acteur et bien sûr de l'acteur lui-même. J'ai donc pu arpenter le septième art à travers différentes œuvres et plus récemment des œuvres qui expriment la lutte contre la discrimination. Nous allons bien évidemment, nous vous en avons cité certaines dans notre dossier, mais nous allons entrer bien évidemment plus dans les détails. Pour cela, il faut aborder le sujet du comment. Comment le cinéma va-t-il pouvoir être un moyen de lutte? Quelles sont ses armes? Dans un film, il y a bien évidemment le jeu d'acteur qui joue un rôle plus que conséquent. Ce dernier se définit par les émotions que peut transmettre l'acteur à travers son personnage. Prenons le film par exemple Django Unchained de Quentin Tarantino, que nous allons étudier ensemble. On peut voir que le personnage éponyme, interprété par Jamie Foxx, va au début évoquer un personnage assez pathétique. Il est tiré par des chaînes, par des esclavagistes à cheval, il est blessé et épuisé par le voyage. Puis, tout au long du film, on va vraiment avoir un sentiment d'admiration pour le personnage. Il va s'affirmer, apprendre à devenir un chasseur de primes et respecté par les autres esclaves. Même exemple, Leonardo DiCaprio, qui interprète Calvin Candy, est un personnage qui va être détesté par le spectateur. Paradoxalement à Django, bien sûr. Car l'acteur incarne un maître de plantation qui n'a aucun respect pour ses esclaves, puisqu'il en enferme une dans une sorte de cachot en plein soleil, sans eau, et ce pendant plusieurs jours, et il fait se battre des esclaves à mort. Et ça, on le voit dès le début, dès l'instant où on rencontre Calvin Candy. Les premières scènes, ce sont ces scènes-là qu'on voit. Donc le réalisateur veut directement nous mettre dans le bain, entre guillemets, veut directement nous faire ressentir des émotions de la part de l'acteur. De ce fait, le personnage va très vite représenter quelqu'un de monstrueux du fait de son comportement. Et c'est à travers un personnage que l'acteur va transmettre cette émotion. Aussi, on peut citer par exemple le personnage de Stephen, interprété par Samuel L. Jackson, qui va représenter quelque chose de pire, ou presque, que Candy lui-même. Il est certes un serviteur, mais il conseille aussi Calvin dans la punition de ses esclaves. Or, cet acteur est un homme de couleur. Tarantino a évidemment effectué un choix de casting exprès pour que même un personnage de couleur auquel le spectateur est censé s'identifier dans un film sur l'esclavage ne puisse pas s'y reconnaître, car il est tout aussi monstrueux que Candy. Le choix du casting va donc être aussi important dans ce genre de film. On peut aussi parler du décor. Il est impossible d'adapter un film si le décor ne l'est pas. Django Unchained est encore un des meilleurs exemples, car on peut y voir des reconstitutions parfaites des plantations et des terres appartenant à des maîtres esclavagistes. On retrouve des champs complets de plantations avec des esclaves y travaillant, ainsi que les maisons typiques des maîtres esclavagistes. Bien sûr, on ne traitera ici que de l'imaginaire collectif, car cela est plus parlant. On peut aussi citer 12 Years a Slave de Steve McQueen. On y retrouve Solomon Northup, un homme de couleur libre vivant dans l'État de New York, enlevé par deux prétendus artistes, qui va être vendu en tant qu'esclave à la Nouvelle-Orléans. Il va être esclave pendant 12 ans, d'où le titre, dans plusieurs terres.
Ce film va dénoncer les monstruosités des maîtres esclavagistes, mais va aussi traiter de certains d'entre eux qui étaient respectueux envers les esclaves. Dans ce film, la distribution est aussi importante car le réalisateur a soigneusement choisi un homme de couleur pour incarner un homme libre devenant un esclave. Aussi, le décor est particulièrement adapté. Le décor est particulièrement adapté car on y voit car la majeure partie de l'intrigue se passe en Louisiane, où une grosse partie des esclaves américains se trouvaient. Le scénario est très bien adapté aussi pour représenter cette époque. Il suit la vie d'un esclave aux États-Unis au XIXe siècle. Une dure réalité qui va avoir pour but de capter chez le spectateur différentes émotions, notamment la pitié, la honte ou encore un sentiment de respect. Donc nous avons jusqu'ici traité du racisme avec le cinéma à travers l'esclavage, mais nous ne nous arrêterons pas là, bien évidemment. L'homophobie est un sujet qui n'a été que réellement bien représenté au grand écran plusieurs décennies après. C'est un sujet qui s'est développé au moment de la libération des mœurs, c'est-à-dire le concept de révolution sexuelle. Pour parler d'un film français qui n'a pas fait l'unanimité à 100% lors de sa sortie, c'est La vie d'Adèle, de Abdelatif Kechiche, sorti en 2013. On suit Adèle, adolescente qui doute de sa sexualité. Elle va se rendre compte qu'elle est homosexuelle et va avoir du mal à l'accepter. Ce film est sorti en 2013, où Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos sont les protagonistes, va être l'un des premiers films français traitant de l'homosexualité à obtenir une palme d'or. On remarque dans ce film un jeu d'acteur magistral qui transmet des émotions différentes, de la compassion, du respect et de la joie. C'est un film qui va aussi traiter de l'acceptation, surtout à travers les parents respectifs des protagonistes. Les parents d'Emma, interprétés par Léa Seydoux, sont plutôt des parents qui sont très ouverts et acceptent la sexualité de leur fille, tandis que les parents d'Adèle, donc Adèle Exarchopoulos, qui sont beaucoup plus fermés d'esprit à ce sujet. Ce film va contenir des scènes de nu qui vont choquer le spectateur, moyen controversé mais efficace de défendre un sujet parfois difficile à aborder encore aujourd'hui. Ici, les décors sont difficiles à représenter. Le casting n'est pas aussi sélectif entre guillemets que pour Django ou 12 Years a Slave, mais le scénario est très adapté. Le film se passe en 2013 où il est encore dur en France, voire dans le monde, d'accepter ceci. Sentiment qui est très bien traduit par Adèle Exarchopoulos. Nous avons traité maintenant de l'homophobie, nous allons maintenant traiter du handicap mental, qui est un sujet de plus en plus abordé dans le monde. Donc le film Hors Normes de Olivier Nakache et Eric Toledano, sorti en 2019. On y suit Malik et Bruno qui gèrent chacun une association venant en aide à des enfants et adolescents et jeunes adultes autistes. Les deux protagonistes vont être confrontés aux lourdeurs administratives et au manque de structures adaptées à ce type de handicap. Ce film dénonce le manque de prise en charge des handicaps mentaux sévères par l'État. Dans un long métrage comme celui-ci, il est difficile de parler du décor ou du casting, même si ce sont deux acteurs très connus que sont Reda Kateb et Vincent Cassel. Mais l'on peut parler du scénario, qui suit de près l'histoire de deux associations qui existent réellement. Il est basé sur des faits réels et colle très bien aux réalités rencontrées par ces associations. Les acteurs, par leur jeu, renvoient des émotions très particulières, comme la tristesse, la colère et un profond respect pour ceux qui continuent à se battre pour améliorer la condition de ces jeunes. Donc, nous avons pu voir ensemble que le cinéma peut utiliser plusieurs armes pour lutter et dénoncer la discrimination. La distribution, donc le casting, les décors, les scénarios adaptés à la réalité, le jeu d'acteurs et la transmission d'émotions et les acteurs eux-mêmes. Nous avons traité différents attraits de la discrimination, mais bien sûr, ils ne sont pas tous présents. Il nous aurait fallu une heure complète pour parler ne serait-ce qu'un tout petit peu de tous. Néanmoins, j'espère que cette partie vous aura plu et qu'elle vous aura renseigné sur la chose et qu'elle vous aura donné envie d'en regarder quelques-unes. Maintenant, je vais laisser la parole à Rally qui va vous parler de la discrimination dans le sport. Alors, merci Théo pour avoir parlé de l'aspect cinéma, donc comment lutter contre le racisme et la discrimination à travers le cinéma. À présent, je vais parler sport. Donc tout d'abord, pourquoi le sport? Donc, ma relation et mon attachement envers le sport sont sacrés à mes yeux. En effet, je suis un mordu de sport et plus particulièrement de football, de tennis de table, que je pratique depuis maintenant plusieurs années. Le sport me permet plusieurs choses. Premièrement, il me permet de m'aérer l'esprit, de me défouler et de passer du bon temps seul ou avec ma famille ou mes amis. Hormis cela, le sport m'a inculqué des valeurs chères et précieuses à mes yeux, des valeurs humaines fortes, des valeurs de partage, de cohésion, de solidarité, de sacrifice et de dépassement de soi. La pratique du football m'a transmis les valeurs de combativité, des qualités de combativité, d'esprit d'équipe et de rigueur. Par ailleurs, la pratique de tennis de table m'a quant à elle appris à être calme, minutieux, très concentré et savoir gérer le stress et la pression lors de moments décisifs. Tout comme nous le savons, le sport, comme la musique et le cinéma, est un composant essentiel de la culture. À travers les valeurs et les principes qu'il incarne, le sport représente un réel moyen de combattre le racisme et les différentes discriminations qui se produisent de nos jours. Étant un monde large et vaste,
nous focaliserons notre étude sur 3 sports très réputés et pratiqués dans le monde, qui sont premièrement le football, par la suite nous verrons le tennis, et enfin le rugby. Alors, le football. Diapositive suivante, s'il te plaît, Théo. Alors, le football est probablement le sport le plus populaire au monde, suivi par des millions de téléspectateurs, joué par des millions de jeunes et moins jeunes. Les grands joueurs de football sont considérés comme des stars mondiales, des exemples de réussite, et pour beaucoup, des modèles et idoles. Ces derniers se doivent d'incarner un comportement d'exemplarité, ainsi que des valeurs de respect, de tolérance et de vivre ensemble. Depuis tout jeune âge, tout jeune joueur est amené à jouer en équipe, à tisser des liens, à construire des relations solides avec ses éducateurs et ses coéquipiers. Toute équipe de football ne prend pas en compte les religions, les ethnies, les couleurs de peau, les pays d'origine. L'esprit de famille, de groupe et de tolérance est primordial. Le football représente une véritable force pour combattre le racisme et les discriminations, et ce à travers les différentes valeurs. Au sein d'une équipe, on ne soucie pas de ses origines, des caractéristiques sociales, culturelles et religieuses des différents individus qui composent l'équipe. Le plus important est de se retrouver, tous ensemble, unis et soudés, autour d'un ballon, et d'échanger un moment de partage et d'union. Donc, afin de mettre fin au racisme et toute forme de discrimination, les plus hautes instances de football telles que l'UEFA, Union of European Football Associations, et la FIFA, Fédération internationale de football association, mettent en place de nombreuses campagnes fortes de sensibilisation concernant la lutte contre le racisme. En effet, lors des événements importants tels que des rencontres de Coupe du Monde ou de Ligue des Champions, rassemblant des millions de téléspectateurs, en plus bien évidemment des spectateurs présents dans les gradins des terrains, tous les footballeurs d'envergure internationale sont mobilisés afin de représenter cette lutte contre le racisme à travers des banderoles et des fanions dans le but que le message soit passé et touche le maximum de personnes. Comme on l'a dit précédemment, ces différents footballeurs sont considérés comme des stars internationales. Ils représentent un comportement d'exemplarité. Énormément de jeunes s'identifient à ces footballeurs. Et ils sont donc chargés de passer ce message de paix, ce message de tolérance, afin de lutter contre le racisme et les différentes discriminations. Donc à présent, nous allons passer au tennis. Le tennis est également un sport très populaire qui rassemble les foules et les passions partout à travers le monde. En effet, le tennis apporte tant, y compris des habiletés inestimables, notamment la confiance et l'esprit sportif et la persévérance. Tous les enfants, en particulier ceux qui n'auraient jamais autrement eu les moyens, peuvent avoir la chance de vivre des moments de joie et d'acquérir des habiletés inestimables. Comme le football, les plus grands tennismen internationaux sont perçus tels que des exemples, des modèles et de véritables idoles. Ils représentent tous le fruit d'un travail acharné, de sacrifice et d'entraînement titanesque depuis le tout jeune âge. Les valeurs du tennis sont sacrées et nombreuses. Des valeurs telles que le respect du jeu, des lieux et des équipements, des règles de soi-même, des autres, des institutions, sportives et publiques, le fair play, l'honnêteté, l'intégrité, la maîtrise de soi, l'esprit d'équipe, la convivialité, l'ouverture et l'accessibilité à tous, de pratique ou à discipline. Et surtout, et c'est le plus important, le refus de toute forme de discrimination et de harcèlement. Bien qu'étant un sport individuel, derrière le joueur, il y a une équipe, un clan qui soutient, qui prépare et qui travaille d'arrache-pied pour permettre au joueur d'être dans sa meilleure forme, d'être le plus performant possible. Par ailleurs, au cours de compétitions internationales, par équipe, telles que la Coupe Davis, le tennis prend une dimension toute particulière. On le voit plus comme un sport collectif qui réunit les joueurs de même nationalité afin de représenter leur pays. Dans ce genre d'occasion, on ne fait pas de différence entre les joueurs. On ne prend en compte aucun critère social, culturel, religieux ou économique. Le tennis est un sport ouvert à toutes et à tous. Les circuits, ou plutôt les circuits des joueurs professionnels, tels que le circuit ATP, Association of Tennis Professional, et WTA, Association des joueuses de tennis, regroupent des centaines de joueurs et joueuses, de nationalités, de cultures, de religions différentes, réunis dans un seul et même but, pratiquer le sport de leur rêve et surtout faire rêver des milliers de passionnés partout à travers le monde. Pour finir, le rugby. Le rugby est perçu comme étant probablement le sport regroupant le plus de valeurs humaines, des valeurs fortes qui font la beauté de ce sport. Souvent considéré comme un sport agressif et violent, le rugby, c'est bien plus que ça. Les valeurs du rugby sont nombreuses. Tout d'abord, l'intégrité. L'intégrité est la valeur de base du rugby. Elle a pour origine l'honnêteté et le fair play. Ensuite, nous avons la passion. Les joueurs de rugby aiment passionnément ce jeu. Le rugby est source de sensations. Il établit des liens émotionnels et crée un sentiment d'appartenance à une famille mondiale du rugby. La solidarité. Le rugby crée un esprit d'unité, de loyauté et de camaraderie.
des liens d'amitié pour la vie, un sens du collectif qui transcende les différences culturelles, géographiques, politiques et religieuses. Et enfin, la discipline. La discipline fait partie intégrante du jeu, sur et en dehors du terrain. Elle se traduit par le respect des règles du jeu, des règlements et des valeurs et de toutes ces valeurs fondamentales du rugby. Tout rugbyman en témoigne. Ces valeurs sont sacrées. Les notions d'équipe, de famille, de cohésion sont, sont fondamentales. Donc, naturellement, comme on peut le concevoir, ces valeurs sont complètement opposées à toute forme de racisme ou à toute forme de discrimination. Le rugby exclut catégoriquement toute forme de racisme et toute forme de discrimination qui n'ont en aucun cas leur place dans ce milieu si humain et si tolérant. Comme le football, plusieurs initiatives sont organisées et mises en place par les hautes instances de rugby. À titre d'exemple, la Fédération française de rugby organise régulièrement des journées de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et toute forme de discrimination. Pour cela, tous les clubs français formateurs sont mobilisés afin d'inculquer aux jeunes joueurs ces valeurs si précieuses. De plus, ces campagnes de sensibilisation passent aussi par les joueurs professionnels qui incarnent l'exemplarité. Ils sont considérés par beaucoup comme des exemples aussi, comme des idoles pour tout sport. Ils font donc passer des messages de paix, de tolérance et de vivre ensemble. À présent, malheureusement, nous allons passer à certaines affaires qui ont fait polémique dans le monde du sport, plus particulièrement dans le monde du football, et qui témoignent du fait de la cruauté qui peut encore exister dans le monde dans lequel nous vivons. Alors, dans la diapositive que vous êtes en train de voir, il y a un point commun entre tous ces joueurs, donc le joueur Mario Balotelli, Moussa Marega, Kalidou Koulibaly et Moïse King. Tous ces joueurs ont été victimes de racisme sur des terrains de football de la part de supporters adverses dans le but de les déstabiliser. Ils ont été victimes de cris de singe. Donc, à travers les événements récents qu'il y a eu, beaucoup d'événements ont eu lieu en Italie. Les joueurs se disent scandalisés. Les plus hautes instances de football veulent mettre en place des mesures qui sont très strictes, qui sont catégoriques, dans le but de mettre fin à tous ces fléaux qui ne devraient plus voir le jour, surtout dans l'époque dans laquelle nous vivons. Donc ces exemples témoignent du fait que ce racisme est bel et bien présent, malgré toutes les valeurs que le sport incarne, les valeurs de paix, de tolérance, de vivre ensemble et des valeurs si humaines. Certaines personnes sont malheureusement encore présentes pour montrer des signaux de haine, de colère, malheureusement, ces joueurs ont fait les frais. Et il est de notre devoir, en tant que passionnés de sport, quel qu'il soit, de montrer aussi un sentiment d'exemplarité, de montrer un comportement parfait et de respecter tout joueur, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion ou son origine. Merci à tous.